Le silence d'une maison vide. À 88 ans, quand vos enfants ne viennent plus, ce n'est pas un silence ordinaire. Ce n'est pas le silence du calme, du repos, de la paix méritée après une longue vie de travail. Je m'appelle Bernard, j'ai 88 ans, et pendant longtemps, très longtemps, j'ai cru que ce silence était de ma faute. Aujourd'hui, je sais que ce n'est pas entièrement vrai. Mais je sais aussi que ce n'est pas entièrement faux. Et c'est ça, la vraie histoire que je vais vous raconter ce soir. Ce que j'ai compris à 88 ans, j'aurais voulu l'entendre à 50, peut-être même à 40. Ça m'aurait changé la vie, vraiment changé la vie. J'ai eu 3 enfants, Michael, l'aîné, Sophie, la cadette, et Julien, le petit dernier, qu'on appelait encore le petit, même quand il avait passé la cinquantaine depuis longtemps. Je les ai regardés naître tous les 3. J'étais là, dans ce couloir d'hôpital, avec mes mains qui tremblaient de bonheur et de peur mélangées. J'ai pleuré les 3 fois, des larmes que j'essuyais vite, parce qu'à l'époque, un homme ne pleurait pas. C'était la règle. Une règle stupide, mais c'était la règle. J'ai travaillé toute ma vie pour eux, pas pour moi, pour eux. Je le dis sans amertume, je le dis comme un fait. Comptable dans une entreprise de textile pendant 38 ans. 38 ans dans la même entreprise, le même bureau, la même chaise, à faire des chiffres qui n'étaient pas les miens, pour construire une vie qui était la leur. Michael a eu ses études payées. Sophie a eu son premier appartement à 25 ans, la caution, les meubles, les premiers mois de loyer. Julien a eu sa voiture, son permis, son voyage, son mariage qui a coûté ce qu'une année entière de mon salaire suffisait à peine à couvrir. Je ne les ai jamais comptés, ces sacrifices. Jamais. Parce qu'on ne compte pas ce qu'on donne à ses enfants. C'est comme compter les fois où on les a regardés dormir quand ils étaient petits. On ne compte pas. On est là. On aime. C'est tout. Ma femme Hélène et moi, on avait une façon à nous de voir les choses. On disait toujours que les enfants, c'est comme des oiseaux. Vous les élevez, vous les nourrissez, vous leur apprenez à voler, et puis un jour ils s'envolent. Et c'est bien comme ça. C'est même pour ça qu'on les élève, pour qu'ils s'envolent. Ce que personne ne nous avait dit, c'est que certains oiseaux, quand ils s'envolent, ne regardent plus jamais en arrière. Hélène est morte il y a 7 ans. Un matin de février. Elle dormait encore. J'avais préparé le café, je l'attendais à table comme tous les matins depuis 52 ans. Et elle n'est pas venue. Je suis allé voir. Elle était dans le lit, les yeux fermés, les mains posées sur le drap, calme comme si elle dormait encore. Mais elle ne dormait plus. Le médecin a dit que c'était le cœur, propre et silencieux, comme elle. Ce jour-là, mes 3 enfants sont venus, tous les 3. Michael depuis Lyon, Sophie depuis Bordeaux, Julien depuis Nantes. Ils pleuraient, ils me serraient dans leurs bras, ils me disaient « Papa, tu n'es pas seul, on est là, on sera toujours là. » Et je les regardais, je me disais « Voilà ce que j'ai construit. Même dans la douleur, ils sont là. Même dans la nuit la plus sombre, ils sont là. » J'étais fier. Même dans ce deuil qui me broyait, j'étais fier. Ils sont repartis une semaine après. Chacun dans sa vie, ses obligations, ses journées qui n'attendent pas. Je comprenais, la vie ne s'arrête pas. Les appels ont commencé à s'espacer doucement, naturellement, sans que personne décide que c'était comme ça. 1 semaine sans nouvelles, 2 semaines, 1 mois. Et puis le premier Noël sans Hélène est arrivé. J'avais sorti les décorations du grenier, ces vieilles guirlandes qu'on rangeait chaque année dans la même boîte en carton marron. J'avais acheté une dinde, trop grande pour une seule personne, mais je me disais qu'il viendrait. Évidemment qu'il viendrait. C'était Noël, c'était leur père. Sophie a appelé le 23 pour dire qu'ils allaient chez les beaux-parents cette année, que c'était leur tour, que l'année prochaine, c'est promis,
Il serait là. Je lui ai dit bien sûr, pas de problème, je comprends. Et j'ai raccroché avec les mains qui tremblaient, mais pas de bonheur cette fois. Michael m'a envoyé un message le soir du 24. Un message. Joyeux Noël, papa, on pense à toi. Avec un emoji bonhomme de neige. Un emoji bonhomme de neige. Après avoir changé ses couches, après avoir payé ses études, après avoir été à chacun de ses matchs de football le dimanche, même sous la pluie quand je n'avais pas dormi, parce que j'avais des bilans à finir. Un bonhomme de neige. Julien n'a pas donné de nouvelles ce soir-là. J'ai mangé seul. La dinde était trop grande. La maison était silencieuse, et j'ai pensé à Hélène, à ce qu'elle aurait dit. Elle aurait dit « Bernard, arrête de faire cette tête ». Elle aurait dit ça avec son sourire en coin qu'elle avait quand elle trouvait que je dramatisais. Peut-être qu'elle aurait eu raison, peut-être pas. Mais elle n'était plus là pour le dire. Ce qui m'a mis le plus longtemps à comprendre, ce n'est pas que mes enfants ne venaient plus, c'est pourquoi ils ne venaient plus. Parce qu'une absence, ça s'explique toujours. Le travail, les enfants, la distance, la fatigue, la vie moderne qui va trop vite. Ces explications, je me les suis répétées des centaines de fois. Je les organisais dans ma tête comme des arguments, comme si je plaidais devant un tribunal invisible pour défendre mes enfants contre moi-même. Et puis, un vendredi soir, mon ancienne voisine, Geneviève, m'a appelé. On s'était perdu de vue depuis que j'avais déménagé dans cet appartement plus petit après la mort d'Hélène. On a parlé longtemps. 1 heure, peut-être plus, et à un moment elle m'a dit quelque chose, comme ça, sans y penser, avec la franchise directe des gens qui ne cherchent pas à ménager. Elle m'a dit « Bernard, est-ce que tu leur as jamais dit que tu avais besoin d'eux ?» J'ai marqué une pause. Est-ce que je leur avais dit? Vraiment dit, avec des mots, clairement? Non, je ne leur avais pas dit. Pas une seule fois. Parce que dans ma génération, on ne dit pas. On attend, on espère, on croit faire comprendre et on attend que l'autre comprenne tout seul. Parce que si vous devez le réclamer, ça ne compte plus. Un amour qu'on demande n'est pas un vrai amour. C'est ce qu'on m'avait appris. C'est ce que je croyais. Geneviève m'a dit aussi, peut-être que tes enfants ne savent pas que leur silence te fait du mal. Pas à toi, à eux. J'ai raccroché, et je suis resté longtemps sans bouger dans mon fauteuil. Et quelque chose s'est ouvert en moi, doucement, comme une fenêtre qu'on pousse après un hiver trop long. J'ai commencé à regarder les choses différemment, pas avec colère, pas avec amertume, mais avec cette lucidité froide qui arrive quand on est vieux et qu'on a le temps de penser vraiment. J'ai pensé à l'image que je leur avais donnée pendant toute leur vie. Un homme fort, un homme qui gère, un homme qui ne se plaint pas, qui ne demande rien, toujours debout, toujours disponible, jamais là pour lui-même. Parce que c'est comme ça qu'on était père dans ma génération. On était le roc. On ne montrait pas la fissure. Et eux, qu'est-ce qu'ils avaient appris à voir en moi? Un homme qui n'a pas besoin, un homme qui se débrouille. Je leur avais tellement bien appris que j'étais solide qu'ils avaient fini par le croire vraiment. Ils ne venaient pas parce qu'ils pensaient que je n'avais pas besoin qu'ils viennent. Papa va bien, papa est fort, papa a toujours géré. Ce mensonge que je leur avais dit sans jamais ouvrir la bouche, c'était le mien, pas le leur. Mais ce n'était pas la seule erreur. Il y en avait une autre, plus difficile à regarder en face. Je me suis posé une question que j'aurais dû me poser bien plus tôt. Est-ce que j'avais été un bon père? Pas un père présent, pas un père qui paye les factures, un père qui écoute vraiment, qui ouvre les portes, qui laisse l'autre entrer. Je me souviens d'une nuit, Michael devait avoir 16 ans. Il était rentré tard,
avec ce visage que les adolescents ont quand quelque chose ne va pas, mais qu'ils ne savent pas comment commencer à en parler. Ce visage fermé, qui ressemble à de la mauvaise humeur, mais qui n'en est pas. Et au lieu de m'asseoir avec lui, au lieu de dire « On a le temps, raconte-moi », j'avais dit « Il est tard, va dormir ». Il est allé dormir. On n'en a jamais reparlé. Ce qui lui pesait ce soir-là, je ne l'ai jamais su. Je me souviens de Sophie qui pleurait dans sa chambre après une rupture. Hélène était allée la voir, pas moi. Parce que les peines de cœur, c'était le domaine d'Hélène. Moi, j'étais là pour les problèmes qu'on peut résoudre, pas pour les émotions qu'on doit juste traverser. Ça, je ne savais pas faire. Personne ne m'avait appris. Ces souvenirs-là, je les avais rangés quelque part où ils ne me dérangeaient pas. Mais les enfants n'oublient pas. Ils rangent aussi, mais différemment, dans leur façon d'être avec vous, dans la distance qu'ils mettent, pas pour vous faire du mal, mais parce que le corps sait ce que la tête n'a jamais voulu formuler. Un mardi matin, j'ai décidé de briser une règle que je m'étais imposée depuis toujours. J'ai appelé Michael. Pas le dimanche, pas à une heure convenue, pas pour lui demander quelque chose de pratique. Un mardi matin. Et quand il a répondu avec sa voix surprise, « Papa, il s'est passé quelque chose », j'ai dit « Non, rien de grave. Je voulais juste te parler. » Il y a eu un silence bizarre, presque gêné, comme si cette phrase-là était dans une langue étrangère entre nous. On a parlé 1 heure et demie, d'abord maladroitement, par à-coups, avec des silences qui pesaient. Et puis, quelque chose s'est desserré. Michael m'a dit qu'il pensait souvent à moi, qu'il ne savait pas quoi dire quand il appelait, qu'il avait peur de tomber sur une mauvaise journée et de ne pas savoir quoi faire avec ça, trop loin pour être vraiment utile. Alors il n'appelait pas. Parce qu'un homme comme lui, un homme comme moi, on doit être utile. Sinon, on ne sait pas quoi faire de ses mains. J'ai reconnu quelque chose dans ses mots. Un miroir, presque. Mon fils est mon fils. Je lui avais appris à être fort, à ne pas se plaindre, que l'amour se montre par les actes et non par les mots. Et lui me le retournait sans le savoir. Il m'aimait comme je lui avais appris à aimer, de loin, en silence, en faisant semblant que tout allait bien pour ne pas alourdir l'autre. On avait fabriqué ensemble, lui et moi, 2 générations de la même solitude. À Sophie, j'ai écrit une lettre, à la main, sur du vrai papier, avec mon vieux stylo bleu. Je lui ai dit que je me souvenais du jour où elle avait gagné un concours de poésie à l'école primaire. Elle était rentrée à la maison avec ce poème dans la main, fière comme je ne l'avais jamais vue. Et moi j'avais dit bravo, et j'avais regardé les informations, parce que c'était l'heure des informations. Depuis 50 ans, ce souvenir me revenait parfois, et j'aurais voulu faire autrement. Poser la télécommande, lire le poème, lui dire que c'était beau, vraiment beau, pas juste bravo, mais beau, et qu'est-ce que j'avais de la chance d'être son père. Je ne lui avais jamais dit ça, en 50 ans. Jamais. Elle m'a appelé le soir même où elle avait reçu la lettre. Elle pleurait, pas de colère, de soulagement, comme si quelque chose qu'elle avait attendu sans même savoir qu'elle l'attendait, venait enfin d'arriver. On a pleuré ensemble, son père et elle, au téléphone, sans que personne soit mort, sans que personne ait honte. Avec Julien, ça a pris plus de temps, 6 mois. Et puis, un samedi matin, il a sonné à ma porte sans prévenir. Il était là sur le palier avec ses mains dans les poches et ce regard qu'il a parfois, celui d'un enfant qui ne sait pas s'il est le bienvenu. Je l'ai fait entrer. J'ai fait du café. On s'est assis et longtemps on n'a rien dit. C'est lui qui a parlé le premier. Il m'a dit « Papa, est-ce que tu m'en veux ?» Je l'ai regardé un moment. Est-ce que je lui en voulais? Non. J'avais été triste, j'avais été seul. Mais en vouloir, vraiment, non.
Je lui ai dit « Je ne t'en veux pas, Julien. Je te cherche. C'est différent. » Il a baissé les yeux. Et il m'a dit que depuis la mort de sa mère, il ne pouvait pas venir ici sans ressentir quelque chose qu'il n'arrivait pas à nommer, quelque chose qui lui serrait la poitrine dès qu'il tournait dans ma rue. Parce que moi, je lui rappelais elle, et elle lui manquait d'une façon qu'il ne savait pas gérer. Alors il n'était pas venu, pas pour se protéger de moi, pour se protéger de la douleur que ma présence réveillait en lui. J'avais passé des mois à interpréter son absence comme de l'abandon, comme de l'égoïsme, comme de l'indifférence. C'était du chagrin, un chagrin qu'il portait seul, parce que lui aussi, on lui avait appris qu'un homme, ça porte seul. Je ne l'avais pas vu, je n'avais pas voulu le voir. Ce que j'ai compris à 88 ans, c'est ceci. Les liens ne se maintiennent pas tout seuls, jamais. Même les plus solides, même les plus anciens, même ceux qu'on croit indestructibles parce qu'ils ont survécu à des dizaines d'années de vie commune. Les liens, ça s'entretient, comme une maison, comme un jardin, comme n'importe quoi de vivant. Et quand on cesse de les entretenir, ils ne disparaissent pas d'un coup, ils s'effritent, lentement, si doucement qu'on ne s'en rend compte que le jour où on cherche à s'appuyer dessus, et qu'il n'y a plus rien de solide. J'avais laissé s'effriter quelque chose, pas par manque d'amour, par conviction aveugle que l'amour suffisait à tout tenir debout, que le sang était une garantie permanente qui n'avait pas besoin qu'on l'arrose. Et par cette fierté idiote d'homme qui ne demande pas, qui n'a pas besoin, qui attend que l'autre fasse le premier pas, comme si tendre la main vers son fils était une défaite, comme si appeler un mardi matin juste pour parler était une faiblesse. À 88 ans, je peux vous le dire avec toute la clarté que me donnent ces années vécues. La fierté mal placée est la chose la plus coûteuse qui soit, plus coûteuse que n'importe quelle perte d'argent, parce qu'elle vous coûte du temps. Et le temps, à mon âge, c'est la seule chose qu'on ne peut plus fabriquer. Aujourd'hui, les choses ont changé. Pas comme dans les films, pas avec une grande réconciliation spectaculaire et des larmes et des embrassades et tout qui repart comme avant. La vie ne ressemble pas à un film. Les vraies réconciliations ressemblent à un café partagé un samedi matin, à un coup de téléphone passé sans raison particulière, à une lettre écrite à la main sur du vrai papier, à un fils qui sonne à la porte sans prévenir. Michael vient une fois par mois, parfois plus. Il arrive avec ses fils, mes petits-fils, qui courent dans l'appartement et font du bruit et cassent l'oreille et qui sont la chose la plus belle que j'ai vue depuis longtemps. Sophie appelle 2 fois par semaine, le mercredi soir et le dimanche après-midi. Ce n'est pas un accord qu'on a passé, c'est arrivé naturellement, comme ça, et je ne pose pas de questions. Je décroche et j'entends sa voix, et c'est suffisant. Julien envoie des messages en milieu de semaine, une photo de ses enfants, une blague nulle qu'il sait que je ne trouverai probablement pas drôle. C'est sa façon à lui. Je l'accepte telle qu'elle est. Il y a quelques semaines, Julien est venu avec ses enfants un dimanche. On avait déjeuné tous ensemble, un repas bruyant et imparfait, comme tous les vrais repas de famille. Et après, quand les enfants jouaient dans le salon et qu'on était assis à la table avec nos cafés, il m'a dit « Papa, tu sais ce que mes fils disent à l'école quand on leur demande qui est leur héros ?» J'ai attendu. Ils disent que c'est leur arrière-grand-père, toi. J'ai mis un moment avant de pouvoir parler. Finalement, j'ai dit « Ils ne me connaissent presque pas. » Et Julien m'a regardé et il a dit « Si, papa, tu leur parles, tu les écoutes, tu t'intéresses à ce qu'ils font. Pour eux, tu n'es pas le vieux grand-père qui est loin. Tu es quelqu'un de réel. » J'ai pensé à toutes les fois où j'aurais dû parler à mes propres enfants de cette façon, à toutes les questions que je ne leur avais pas posées, à toutes les portes que je n'avais pas ouvertes.
Et j'ai pensé aussi qu'il n'était peut-être pas trop tard pour continuer à apprendre. Pas pour changer ce qui était passé, pour être différent dans ce qui reste. Je veux vous dire une seule chose avant de terminer. Une seule, mais je vous la dis avec tout ce que j'ai. Si vous êtes un parent âgé et que vos enfants ne viennent plus, ne souffrez pas en silence. Le silence n'est pas une vertu, ce n'est pas une preuve de force. C'est souvent une prison qu'on construit soi-même en croyant que c'est de la dignité. Appelez, écrivez, sonnez à leur porte si vous le pouvez. Dites-leur que vous pensez à eux, pas pour vous plaindre, pas pour reprocher, juste pour briser le mur qui s'est construit brique par brique dans le silence des deux côtés en même temps. Parce que souvent, de l'autre côté de ce mur, il y a quelqu'un qui attend aussi. Quelqu'un qui ne sait pas comment commencer. Quelqu'un qui vous aime, mais qui a oublié comment vous le montrer, parce que personne ne le lui a vraiment appris. Souvent, ce quelqu'un, c'est votre enfant. Et il a appris à être comme ça de vous, sans le savoir, sans que vous le vouliez. Et si vous êtes un enfant qui s'est éloigné, appelez ce soir. Pas pour avoir une grande conversation, pas pour résoudre quoi que ce soit, juste pour dire « je suis là », juste pour que l'autre sache qu'il n'est pas oublié. Parce qu'un jour, il ne sera plus là pour décrocher. Et ce jour-là arrive toujours plus vite qu'on ne le pense. Ce n'est pas l'absence qui brise les liens, c'est la décision de ne jamais tendre la main. Alors, tendez la main. Je m'appelle Bernard, j'ai 88 ans. J'ai les mains qui tremblent un peu maintenant quand je tiens une tasse. J'ai le dos qui me parle chaque matin. J'ai perdu la femme de ma vie il y a 7 ans, et il n'y a pas un jour où je ne pense pas à elle. Mais j'ai aussi 3 enfants qui reviennent, pas parfaitement, pas autant que je le voudrais parfois, mais ils reviennent. Et dans ces cafés partagés, dans ces appels du mercredi soir, dans ces petits-fils qui courent dans mon salon, il y a quelque chose qui ressemble à ce pourquoi on vit. Il n'est jamais trop tard pour ouvrir une porte. Jamais. Même à 88 ans. Même après des années de silence. Même quand on croit que le mal est fait pour toujours. Ce n'est pas vrai. Je vous le dis de là où je suis, avec tout ce que j'ai traversé pour arriver à le comprendre. Si cette vidéo vous a touché, si elle a réveillé quelque chose en vous, laissez un commentaire. Dites-moi d'où vous regardez. Dites-moi si vous avez appelé quelqu'un ce soir. Ça vaut tout.